Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, un train qui vient directement d'une ville qui s'appelle Wuhan, au centre de l'Empire de Milieu, enfin de la Chine, pour débarquer directement dans la capitale des Gaules, on dit, Lyon, qui traverse en fait 11 000 kilomètres, 5 pays et 2 continents, continent asiatique et continent européen. Voilà, un train, c'est la nouvelle route de la soie entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et la France. Et c'est une très bonne nouvelle parce que cette nouvelle route de la soie sur le rail, ça va renforcer évidemment les échanges commerciaux et économiques entre deux bouts du monde. Et surtout, cette nouvelle est tombée dans un contexte très favorable. Vous le savez, la Chine, pour le premier trimestre, le taux de croissance atteint, comme prévu, 6,7%. Et même la France a atteint 1%. Et surtout, c'est que le taux de chômage en France commence à baisser. C'est la première fois depuis une dizaine d'années. Donc, cette nouvel transport ferroviaire peut être plus concurrentiel, plus efficace que le transport aérien et maritime. Cette nouvelle moyen de transport va donner un élan pour les échanges entre nos deux pays. Et c'est ce que je vais demander à mes deux invités. Quels sont les enjeux et les bonnes conséquences de cette nouvelle route de la soie? Voilà. Avant de commencer notre discussion avec mes deux invités, Ting Yifang, économiste, et Pierre Barou, l'ancien diplomate et homme d'affaires aujourd'hui, nous allons regarder d'abord un petit reportage concernant ce train qui est venu de très loin. Le 6 avril dernier, le premier train de marchandises reliant la ville chinoise de Wuhan à la ville française de Lyon est entré en service. Le train a mis 16 jours pour atteindre Lyon et achever un trajet long de 11 300 km. Il a traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne. Il s'agit du premier convoi chinois jamais arrivé en France par voie ferrée. Cette nouvelle liaison entre Wuhan et Lyon s'inscrit dans le grand projet stratégique du gouvernement chinois, une ceinture, une route. Cette initiative, qui vise à promouvoir un nouveau cycle d'ouverture pour la Chine et le développement commun des pays le long du circuit, revêt une grande importance. Avec le développement de la mondialisation et l'intégration économique régionale pour accélérer la croissance et le commerce, les modèles d'investissement doivent être réajustés. Chaque pays du grand continent eurasien se trouve à un stade critique de transformation économique et de modernisation. C'est pourquoi il est nécessaire de stimuler le développement et le potentiel de coopération avec cette stratégie qui apportera aux différents pays des avantages complémentaires et de nouvelles opportunités. Bon, voilà mes deux invités. D'abord, Ting Yifang, vous êtes économiste et politologue, vous êtes spécialiste des questions justement des monnaies, des économies, des échanges commerciaux. Vous êtes professeur et actuellement directeur de l'Institut du développement du monde de Conseil d'État. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et Pierre Barou, vous aussi, vous êtes un ancien diplomate. Vous avez été diplomate à Shanghai, vous êtes consul général à Shanghai pour la France. Et puis vous êtes le ministre conseiller de l'ambassade de France à Pékin. Et puis vous êtes le conseiller de plusieurs groupes français en Chine. Et actuellement, vous faites des affaires entre les deux pays. Vous avez aussi écrit des livres pour les 50e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et Ting Yifang aussi, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Hein, il ne faut pas oublier vous êtes tous les deux écrivains et spécialistes des relations franco-chinoises. Bon, ma première question est à Pierre Barou. Donc, une nouvelle route. Alors,
c'est de la soie, un train, c'est la première fois qu'ils viennent directement de Chine à Paris. Alors, comment vous avez vécu de cette nouvelle et cette bonne nouvelle, je pense? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Et il y avait déjà le train entre la Chine et l'Allemagne qui était allé à Duisbourg. Et cette fois-ci, le train va en France, à Lyon. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une valeur symbolique, d'abord, importante. Ça reflète aussi, comme vous le disiez, la volonté de la Chine, dans son programme de nouvelle route de la soie, d'aller jusqu'en Europe. Ça le confirme, et c'est évidemment une nouvelle importante de ce point de vue. Et Ding Yifan, alors, pourquoi on a déjà des transports moyens très sophistiqués, maritimes, aériens, pourquoi encore un nouveau type de transport sur le rail? Oh, je pense que le rail, c'est beaucoup de choses. D'abord parce que le rail est un symbole de coopération franco-chinoise. Il ne faut pas oublier que dans le TGV chinois, il y a beaucoup de technologies françaises aussi. Et je pense que Lyon est un symbole très important pour la Chine parce que c'est une ville française connue en Chine depuis longtemps. Et Lyon, pour ne s'arrêter qu'au début de la révolution industrielle, etc., Lyon était le centre qui traitait la soie en provenance de Chine, le textile, etc. Gastronomie aussi. Mais Lyon aussi, et c'est la ville qui a accueilli les premiers étudiants chinois dans les années 1980. Donc Lyon, il y a encore à Lyon l'ancien siège de l'université sino-française. Donc Lyon, pour les Chinois, c'est une ville plein de symboles. Le transport sur le rail peut apporter... Comment on peut concurrencer aérien? Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le transport par rail transporte beaucoup plus de monde, beaucoup plus de marchandises, beaucoup plus de choses que aérienne. Parce que l'aérienne, bien sûr, peut transporter beaucoup de choses, mais ça revient trop cher. Alors que c'est moins cher. Par coût, le transport par rail est beaucoup moins cher, et beaucoup plus efficace, surtout pour des choses très lourdes. C'est visiblement incomparable, ni par le transport par autoroute, ni par les voies aériennes. Mais le transport par rail est, jusqu'à nos jours, le moyen de transport le plus efficace, le moins cher. Est-ce que ça va donner, Pierre Barou, un nouvel élan pour les échanges commerciaux entre nos deux pays? Je pense qu'en tout cas, la diversification des moyens de transport permet de répondre à des offres plus variées, à des demandes plus variées. Et donc, bien entendu, c'est une bonne nouvelle. Le transport par rail va être plus rapide que le transport maritime. Il est un tout petit peu plus cher que le transport maritime, mais on gagne du temps. Et comme le disait Ding Yifan, c'est beaucoup moins cher que le transport aérien. Donc tout dépend du type de marchandises. Il va y avoir, pour certains types de marchandises, les marchandises lourdes, comme le disait mon voisin, il va y avoir un moyen de transport plus adapté. Et donc qui combinera un temps relativement bref et un coût relativement bas. Et donc, oui, bien sûr, tout ça va dans le sens du renforcement des échanges. J'ai remarqué que toutes les chaînes de télévision françaises ont parlé de cette histoire. C'est un train vient de Pékin, c'est quand même vient de Chine, c'est quand même assez amusant et curieux. Mais qu'est-ce qu'on va transporter? La Chine exporte beaucoup en France, mais la France, selon du côté français, les autorités françaises, il y a un déficit énorme, 29 milliards. Alors, ce train, il est plein pour y aller, il est vide pour retourner? Oh, ça dépend, parce que la France est tout de même un bon producteur disons autrement.
Les produits agricoles français sont très appréciés, même en Chine. Oui, le Alors vin, que la Chine fromage. vient de signer des accords de libre-échange avec beaucoup de pays, notamment dans le domaine, le gouvernement chinois s'engage à ouvrir son marché davantage aux produits étrangers dans le domaine agroalimentaire. Donc je pense que les produits alimentaires français sont très compétitifs d'une certaine manière. Oui. Et la qualité de ces produits alimentaires a une bonne réputation en Chine. Donc je pense que... Et ça, ce sont des marchandises relativement lourdes. Mais pour compléter ce déficit de 29 milliards, la France ne devait pas exporter un peu plus d'autres produits. Le vin, le fromage ne peut pas être suffisant. À part, bien sûr, Airbus, qu'est-ce que la France peut encore exporter en Chine? Oui, vous avez en fait les produits agroalimentaires, c'est sérieux. Le vin, ça représente sur le plan commercial des montants très importants, et il n'y a pas que le vin. Il y a maintenant beaucoup d'investissements chinois qui se dirigent vers la France dans le domaine agroalimentaire. Il y a des rachats de laiteries, des rachats d'abattoirs. La Chine a besoin de produits laitiers, de viande de porc. Elle importe aussi des céréales. Et donc, il ne faut pas sous-estimer du tout le poids de l'agroalimentaire. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est un domaine sérieux, comme le disait mon voisin. Pour le reste, bien sûr, vous avez raison, il y a Airbus, mais il y a beaucoup d'autres produits aussi. La France est très forte dans le domaine de la sous-traitance automobile. Elle joue un rôle très important. Il y a quantité de produits français, d'industrie chimique, qui se vendent en Chine. Donc, ce qui est important, c'est, comme le disait Ding Yifan, d'ouvrir davantage nos marchés les uns aux autres. Et de ce point de vue, on peut toujours prendre des initiatives pour faciliter les échanges. Je me souviens du jour quand, il y a pas mal d'années, la délégation de l'Union européenne avait négocié avec le gouvernement chinois la baisse des droits de douane sur le cognac. Il y a beaucoup de produits de luxe français qui se vendent en Chine. Même maintenant, il y a de nouvelles formes de vente. Vous savez, notamment de la vente sur Internet. Le gouvernement chinois se préoccupe de réglementer ce secteur pour ne pas perdre les revenus qu'il doit normalement en tirer en termes de droits de douane et de taxes à la valeur ajoutée, c'est normal. Mais il ne faut pas que les droits deviennent trop élevés. Comme nous disons toujours en France, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, il faut s'adapter nos structures à cette évolution de la consommation, mais en la favorisant, car l'augmentation des échanges est dans notre intérêt mutuel. Mais vous avez parlé de la voiture. Je me rappelle que lorsque vous avez été le consul à Shanghai, vous vous rappelez des années 80, les 3 marques de voitures françaises. Renault s'intéressait pas à la Chine à l'époque, vous vous rappelez. Peugeot a complètement raté son entrée avec son 505. Vous connaissez l'histoire. Seul le Citroën qui a réussi. Aujourd'hui, bien sûr, 3 marques viennent. Et je me demande toujours, est-ce que dans l'exportation des produits français, est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose qui ne va pas dans sa stratégie d'exportation pour les Chine. Il faut juger de chaque projet sereinement. Dans l'affaire de Peugeot Canton, il faut se souvenir que l'industrie automobile en Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et le partenaire qui avait été choisi était un partenaire qui n'avait aucune expérience dans l'automobile. Donc c'est vrai, Peugeot a un peu essuyé les plâtres. Et vous vous souvenez que quand ils ont dû se retirer,
parce qu'ils n'atteignaient pas les niveaux de production demandés par les autorités du plan à Pékin. Quand ils ont dû se retirer, très vite, Honda est venu, et sur la base, en fait, de tout ce qui avait été appris avec Peugeot, Honda a très bien réussi à Canton. Mais immédiatement, le groupe PSA a noué des liens avec Wuhan, avec Dongfeng. Et vous savez que Dongfeng, il y a 2 ans, est entré dans le capital du groupe PSA à hauteur de 14%. Donc, on ne peut pas trop faire de délectation morose. Au fond, c'est une histoire qui finit bien. Un grand partenariat entre Peugeot Citroën et Wuhan, avec 3 usines, et des hauts et des bas sur le plan commercial, parce que c'est un marché très compétitif, mais au fond, déjà un succès, avec des 750 000 véhicules vendus l'année dernière. Donc, c'est au fond un succès franco-chinois. Quant à Renault, vous savez, Renault a sauvé Nissan et a noué une alliance stratégique avec Nissan. Et donc... on l'inverse, on ne sait pas si c'est... Au début, si, c'était très clair. Et Nissan était une marque emblématique pour les Japonais, parce que Nissan, ça veut dire la production industrielle japonaise. Et donc, le risque de voir Nissan disparaître était une catastrophe pour l'industrie japonaise. Donc, il y a eu effectivement une alliance stratégique. Alors, comme vous le dites, par moment, l'un des partenaires est plus faible, l'autre est plus fort. En tout cas, cette alliance est un succès qui, jusqu'à aujourd'hui, marche très bien. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à cette alliance que Renault a pu revenir en Chine avec une première usine qui vvient d'ouvrir, encore peu de modèles autorisés par les autorités chinoises, mais ça démarre bien. Et donc, je crois que c'est aussi l'histoire d'un succès. Donc, en tout cas, comme on le dit en français, vaut mieux le tard que jamais, c'est ça? Vous avez un proverbe chinois, Olai tu shang. Bon, Olai tu shang, c'est-à-dire, il vient tard, mais il devance les autres. Bon, Téhéphane, tout à l'heure, vous avez aussi parlé le train, le train TGV, la Chine. Il y a beaucoup de technologies françaises dans le TGV chinois, mais je me rappelle aussi, durant des années 90, le moment où vous avez été ministre conseiller à Pékin, Pierre Barrou, négociations entre la Chine et le TGV, Alstom français, étaient très denses. La Chine a demandé le transfert de technologie, refusé par du côté français, et aujourd'hui, le TGV chinois, la vitesse est plus rapide que le TGV français. Justement, Téhéphane, je voulais vous faire réagir à ce que Pierre Barrou a dit. Et effectivement, et finalement, imaginons que le TGV était vendu durant les années 90 à la Chine. Aujourd'hui, toute la Chine roule le TGV français. Et aujourd'hui, mais là aussi, il y a eu une volonté des autorités chinoises d'absorber un peu les technologies importées. C'est pour ça que, dès le départ, il y avait des négociations, etc. Je pense que du côté des entreprises françaises, elles ont un peu sous-estimé la capacité chinoise de construire des réseaux de TGV. Parce qu'une ligne de TGV, ça revient cher. À l'époque, la plupart des entreprises françaises pensaient que la Chine n'avait la capacité de construire qu'une seule ligne pour relier Shanghai à Pékin. Donc, pour rentabiliser l'investissement sur une seule ligne de TGV, ça nécessite beaucoup de fonds et ça impliquerait beaucoup plus d'investissements, etc. Elles ont sous-estimé la possibilité chinoise de répandre tout le système de TGV à l'échelle nationale. Donc, c'est un peu dommage. Donc, des deux côtés, ils ont fait des calculs selon leur plan initial. Et donc, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Parce que si on avait pensé, ou si les Français avaient pensé que le marché était
beaucoup plus important qu'une seule ligne de TGV et que si les Chinois avaient accepté une coopération plus approfondie avec non pas les autres sociétés du Canada, de Siemens, de l'Allemagne et un peu du japonais, etc. Alors le résultat aurait été autrement. Bon. Il y a beaucoup d'aspects dans un dossier comme celui-là, parce qu'il y a des aspects que Ding Yifan a soulignés et qui sont vrais, parce que le développement de la Chine, personne n'avait quand même prévu complètement son allure et son importance. Cela dit, il y a aussi des aspects techniques dans ce dossier qui sont assez complexes, donc ne portons pas trop de jugement à l'emporte-pièce. Il y a eu une coopération ferroviaire de toute façon très importante entre la France et la Chine, avec, notamment pour les trains rapides, où la France a joué un rôle tout à fait majeur. Et c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Il y avait aussi une volonté chinoise d'absorber des technologies étrangères, mais de créer son propre produit. Mais récemment, il y a une très très bonne nouvelle pour les Français. La France a réussi à vendre un sous-marin pour Australie. C'est un ancien dossier que vous connaissez sûrement très bien, qui a empêché effectivement les échanges commerciaux entre nos deux pays. C'est l'embargo des armes contre la Chine. Alors, où on est alors? C'est déjà trop... ce n'est plus l'époque. Pourquoi la France, l'Europe ne voulaient pas enlever cet embargo? C'est un dossier très complexe aussi, mais je crois qu'il faut dire plusieurs choses. C'est un dossier un peu délicat. Je crois qu'il faut dire plusieurs choses. D'abord, en fait, cet embargo... il a surtout maintenant une valeur symbolique, parce que la réalité des choses, c'est que dans le domaine des exportations de technologies militaires, il y a de toute façon un code de conduite et des systèmes de contrôle, notamment en Europe, mais aussi en Chine. Autrement dit, de toute façon, n'ayons pas d'illusions. C'est un domaine. Vous, alors, ce n'est plus un obstacle dans les commerces. C'est-à-dire, c'est pas une question d'obstacle, mais il y a des systèmes de contrôle et il y a des limitations dans ce domaine qui restent de toute façon, même si l'embargo n'existait pas. D'autre part, il faut reconnaître que pour des raisons conjoncturelles, à l'époque où cet embargo a été adopté, on n'avait pas fixé de limite de temps. Oui. Alors, le résultat de ça, c'est que pour le lever, il faut une décision unanime des 28 membres de l'Union européenne. Par la suite, quand l'Union européenne a pris d'autres types de sanctions de ce genre, on a changé le système. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il vaudrait mieux faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité pour prolonger. Mais malheureusement, ça n'était pas le cas à l'époque. En tout cas, je crois que ça appartient au passé et qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de voir ce qui est possible en fonction du contexte politique mondial et des alliances que nous pouvons avoir. Et là, il y a des systèmes de contrôle qui, de toute façon, sont en place au niveau de l'Europe, au niveau national. Donc, ne surestimons pas l'importance de cette affaire, même si, sur le plan symbolique, je sais que ça représente pour les Chinois quelque chose de désagréable. Bien sûr, c'est une sorte de... discrimination. Voilà, exactement. Bon, et ce train, revenons à notre train qui vient directement de Chine en France. On a la nouvelle route de la soie en main, mais est-ce que les deux côtés de la France, de l'Europe, de la Chine et de l'autre côté chinois, est-ce qu'on a comment dirais-je, une nouvelle base qui nous permet de développer réellement des échanges commerciaux entre nos deux parties? Parce que j'ai l'impression, alors c'est une question à vous deux, en Chine, on s'intéresse de moins en moins de l'Europe. On tourne plutôt vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie sud-est, même l'Afrique. Tandis qu'en France, les politiques français ne s'intéressent pas à la Chine. À part d'un certain Jean-Pierre Raffarin, tout le monde ne s'intéresse pas à la Chine. Alors comment faire pour
Non, je ne pense pas que la France ne s'intéresse plus à la Chine, non, au contraire. Mais apparemment, il y a moins de possibilités d'investissement, etc. C'est vrai. Mais c'est lié aussi à l'état de santé de l'économie française, à l'état de santé de l'économie européenne, pas seulement française, mais aussi de l'Union européenne. Les Chinois s'intéressent à l'Europe, non. Sur le plan du tourisme, par exemple, l'Europe est loin l'objectif de voyage des Chinois. Donc ça montre que le public chinois a un grand intérêt aussi en Europe. Et la France, de tous les pays européens, la France est aussi le pays qui attire le plus de touristes chinois. Donc cela montre que finalement, les Chinois s'intéressent beaucoup à l'Europe, les Chinois s'intéressent beaucoup à la France. Mais par rapport au commerce, eh bien, il faut prendre les choses avec une certaine distance. Effectivement, les commerces bilatéraux ne reflètent pas totalement l'état de santé des échanges économiques entre les deux pays. Parce que de plus en plus, les échanges se font par investissement, non pas par exportation des produits. D'accord. Si on regarde le volume d'investissement chinois en France et l'investissement français en Chine, ça augmente toujours. Et beaucoup moins important que par exemple l'investissement chinois en Angleterre ou en Allemagne. Cela dépend, ça varie. Ça varie. Au moins, le gouvernement français à Paris est très positif vis-à-vis de l'investissement chinois en France. Et Paris a pris des mesures pour favoriser l'entrée des capitaux chinois en France. Mais au niveau régional et départemental, ça dépend parce qu'il y a aussi des régions qui sont encore réticentes, plus ou moins, à l'investissement chinois en France. Mais même là aussi, cela dépend parce qu'il y a une variation de niveau de compréhension, d'une pénétration de culture étrangère. Bon, rapidement, chacun un mot pour l'économie, pour les échanges entre France et la Chine. 2016, vous pensez qu'il y aura un élan important grâce à ce train qui vient de Chine ou ça ne changera pas grand-chose, Je pense que le train jouera un rôle important à mesure que le projet chinois de la nouvelle route de la soie avance. Parce qu'il ne faut pas oublier que la destination de la route de la soie, c'est l'Europe. Et donc Lyon est une des destinations de la route de la soie. Donc de ce point de vue, je pense que certainement ça va jouer un rôle plus important pour promouvoir le projet de la nouvelle route de la soie. D'accord. Je suis entièrement d'accord et ce qui compte, c'est de lever les barrières, les obstacles qui peuvent parfois s'opposer au développement des échanges. Vous voyez que maintenant, on trouve du jambon français à Pékin, on trouve des produits laitiers, on va, paraît-il, très vite trouver du saucisson. Donc, l'ouverture des marchés, qui est notre souhait commun aux Français et aux Chinois, va dans le bon sens. Il faut aussi négocier parfois des baisses de droits de douane, comme je le disais. Maintenant, dans la PEC, vous voyez que les droits de douane sur les vins du Nouveau Monde s'approchent de zéro. Donc, nos vins français qui occupent encore la première place en Chine sur le plan des importations, il faut leur donner un level playing field, comme disent les Britanniques. Bon. Bientôt, j'espère qu'on pourra faire un plat complet de gastronomie française. Bon, merci beaucoup pour tous les deux. Merci pour votre explication, pour vos analyses. Merci et j'espère qu'on reparlera de ce train parce que c'est le début seulement. Bon, merci à tous les deux et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.